j'ai été poussée un peu à écrire le livre parce que bon, chaque fois que je racontais des anecdotes, il y avait des personnes qui me disaient « mais j'espère que tu es en train d'écrire ou que tu vas écrire ». Parce que bon, ils trouvaient ça très intéressant. Et finalement, je me suis dit qu'effectivement, j'avais peut-être, par rapport à mon expérience et à mon cursus, un message à laisser à la jeunesse. Alors, je l'ai appelé justement mon livre blanc, parce que c'est important. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu l'as appelé mon livre blanc? Et quand je dis que je l'ai appelé mon livre blanc, c'est parce que, vous savez, j'ai pris le sens premier du mot livre blanc, qui veut dire, c'est d'origine anglaise d'ailleurs, c'est un document un peu de référence, hein, où vous avez beaucoup d'informations, vous avez beaucoup de données qui permettent, je pense, aux lecteurs de pouvoir se faire une idée, de pouvoir avoir une opinion personnelle, et c'est aussi pour pouvoir choisir. C'est une opinion que je donne, c'est personnel, et maintenant c'est au lecteur à voir si oui ou non il la partage. Il y a donc beaucoup de choses, mon expérience en quelque sorte, je voudrais que ça serve d'exemple pour que les jeunes sachent que finalement rien ne leur est impossible. Mais qu'il faut avoir la volonté de faire certaines choses, il faut avoir un objectif. Et quand vous avez cet objectif-là, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Ce que je veux montrer aussi, on a son destin, c'est vrai, mais une fois qu'on a, disons, qu'on est là, sur Terre, ce que nous faisons de notre vie, en quelque sorte, c'est nous. C'est un problème de choix. C'est pas parce que moi, j'ai pris mon exemple en disant que je ne mentirai pas hein, sur ma situation familiale, parce que je peux dire que je fais partie des familles privilégiées, mais le privilège, c'est pas ce qui vous fait réussir. Ce qui vous fait réussir, c'est que vous êtes accompagné avec un certain nombre de valeurs que peut-être on vous a enseignées, hein, et ça c'est mes parents qui me l'ont enseigné, c'est un problème de choix. Alors c'est un peu ça que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer aussi que il faut qu'on soit fier. Hein, de nos racines, qu'on soit fiers de notre identité et de nos origines, de notre culture. Parce que pour moi, comme je l'ai toujours dit, et je raconte une anecdote au début du livre, où vraiment, vous savez, on a grandi, à l'époque c'était encore la colonisation, et je pense qu'on avait dans l'idée certaines choses, et je sais qu'avec ma mère, elle nous a fait prendre conscience très tôt de notre, entre guillemets, africanité hein, que nous avions, et je pense que ce sont des choses, bon, il y a l'anecdote dans le livre, qui m'ont suivi et qui me suivront jusqu'à ma mort. Je suis fière d'être africaine, je le montre, et je ne ferai rien et je n'accepterai pas qu'on puisse me dire que ma culture, ma civilisation est inférieure à une autre. Parce que je pense qu'il faut d'abord être profondément enraciné dans sa culture pour pouvoir, après, disons, aller vers, je pense, cette ouverture hein, universelle un peu que les gens ont. Ce que j'ai voulu aussi, c'est montrer les premières pionnières de l'éducation, de la promotion des femmes par l'éducation. Et ce sont les femmes de Germaine Le Goff, et je suis convaincue et je suis sûre que beaucoup aussi de jeunes ne les connaissent pas. Hein, quand je dis Martin Cissé, Jeanne Martin Cissé, qui a fait la Germaine Le Goff, mais ça a été la première femme, elle a été la première femme, je pense, avoir présidé le Conseil de sécurité. Je peux donner l'exemple de Caroline Diop, je peux donner l'exemple de ma mère, qui était aussi de Germaine Le Goff, Oulimata Badia. Ensuite, je peux donner le nom de Tata Siré Diop, qui était donc du Mali, une femme extraordinaire, Tata Annette Malderneville, vraiment, il y a tout dans le livre, je les cite et je donne des exemples de ce qu'elles ont eu à faire, et ça a été une fierté pour l'Afrique. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'on enterre nos héros et héroïnes, et je pense qu'on mérite, l'Afrique mérite de savoir qu'elle a en son sein des femmes et des hommes remarquables, depuis très longtemps, et on continue de les avoir, et il faudrait qu'on se penche beaucoup plus sur ça et ne pas essayer de croire que tout ce qui nous vient de l'extérieur c'est ce qui est bien, parce que j'explique que moi, pour moi, quand chaque fois par exemple je prends le combat des femmes, hein, quand on me dit que oui vous voulez imiter les Occidentaux, moi je leur dis mais ça c'est un complexe.
C'est un complexe. Pour moi, dire qu'on veut imiter, c'est parce que vous êtes complexé, parce que vous, votre référence, c'est l'Occident. Moi, ma référence, ce n'est pas l'Occident. Hein, nous sommes là, nous battons, nous faisons nos combats, et ça, je l'ai voulu le montrer, mais sans pour autant ne pas tenir compte de notre environnement socio-culturel, parce que nous sommes des Africaines avant tout. Dans ce livre aussi, bien entendu, il fallait que je parle de l'Association des juristes sénégalaises, et d'abord de son origine, parce que c'était une amicale, composée par 4 femmes, et donc, c'est-à-dire il y avait 2 magistrates, Mama Diorbo et Maimouna Kane, et puis 2 inspectrices du travail, qui étaient donc Madeleine Deves et Tamaro Touré. Donc cette amicale, c'est elles qui l'ont mise sur place et qui a donné naissance à l'association des juristes sénégalaises qui est venue donc quelque temps après. Et donc je pense que ce combat-là, je me suis engagée. J'avais déjà commencé d'ailleurs à Saint-Louis un peu avant à créer le Réveil des femmes. Quand j'étais affectée à Saint-Louis comme, disons, j'étais juge d'instruction à l'époque. Et il y avait d'ailleurs comme membre Aïda Mbodj, qui est vraiment députée, la députée Aïda Mbodj, qui a été plusieurs fois ministre et tout. Elle faisait partie des membres fondateurs de cette association-là. Donc, alors j'ai continué et vraiment la JS, je me suis beaucoup impliquée. Bon, déjà quand j'étais à l'extérieur, je le faisais à Saint-Louis. La JS, je suis fière, je le dis tout le temps. Tout ça, ce sont des choses dont j'ai voulu aussi, dans ce livre-là, je suis en train de le résumer, parler de ce problème de la magistrature. Bon, je suis magistrate de profession et voyant ce qui se passe à l'heure actuelle avec, je ne dis pas l'idée, peut-être que les gens se font de la magistrature actuelle, j'ai voulu un peu, en commençant justement cette période de ma vie de magistrat au niveau national, lancer un message à la magistrature de mon pays et montrer que notre déontologie, nous devons respecter notre déontologie, qui est dans le statut, qui parle des valeurs qu'un bon magistrat doit avoir. Alors tout ça, j'ai tenu à le faire en parlant de mon expérience, quand on parle de l'indépendance de la magistrature et qu'on dit que les magistrats ne sont pas indépendants et que surtout le parquet n'est pas indépendant, là aussi je donne la preuve que ce n'est pas la réalité. Parce que l'indépendance, elle ne se décrète pas, elle s'assume. J'ai eu un volet où j'ai parlé du panafricanisme. Je me dis que c'est dommage que jusqu'à présent, on n'ait pas mis en application cette belle phrase et cette réelle, véridique phrase de Nkrumah qui disait « L'Afrique n'a qu'un choix, c'est s'unir ou périr ». Alors donc c'est un peu dans ce sens-là que j'ai écrit ce livre. Et je l'ai dit, c'est sans prétention. Et je le dis au début, je ne suis pas une écrivaine. Je m'exerce peut-être à l'écriture en racontant certains épisodes de ma vie. Et je pense, c'est tout ce que je souhaite, et c'est sans grande prétention, encore une fois. Ce n'est pas des études approfondies, ce sont quelquefois même des questions que je pose. Et je pense qu'il appartiendra peut-être au lecteur de voir ce qu'il peut en tirer, quelles sont par rapport à ce que je dis, sa position, et faire son choix. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant et je souhaite de tout cœur quand même que ça puisse aider, parce que c'est le but à la réflexion, surtout pour la jeunesse sénégalaise et africaine.